Bonjour, bienvenue à tous donc pour cette conférence qui en fait donc est intitulée donc la flexi-sécurité et ses conséquences sur le bien-être social. Ce que je vous propose ce soir donc c'est d'aborder donc ce concept de flexi-sécurité dont on nous parle beaucoup. Donc sous plusieurs aspects. Alors le premier, donc c'est, en fait, ce n'est pas du tout Macron qui a décidé bien sûr la flexi-sécurité. Donc on va voir un petit peu donc le projet européen et puis ensuite les lois travail, donc c'est-à-dire la déclinaison de cette politique ici en France. Ensuite, nous verrons donc les rouages du management de ce changement-là. Avec le Conseil européen et les GOP. Ensuite, nous verrons la stratégie européenne pour l'emploi. Les autres acteurs en fait qui sont intervenus donc dans ce changement là sociétal, et puis l'origine, c'est-à-dire l'idéologie de la gouvernance de la mondialisation, donc que j'ai déjà abordé dans la première conférence, et je ferai donc un rappel. Ensuite, nous verrons donc l'impact justement sur le bien-être social, l'impact de cette politique-là sur le bien-être social, notamment au niveau du travail. Et puis, dernier point, nous verrons les conséquences de ce choix politique sur les générations futures, donc, j'aborderai donc le livret scolaire unique numérique et le compte personnel d'activité. Voilà. Donc la flexi-sécurité, donc, elle a été définie clairement par la Commission européenne. Donc dans la communication donc, de la Commission, donc ça s'appelle vers des principes communs de flexi-sécurité, donc des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en combinant la flexibilité et la sécurité. Donc ça a été défini officiellement dans ce document donc, de 2007 pour les pays membres. Et donc elle le définit donc, tel qu'il est marqué, tel que je l'ai lu au départ. L'objectif initial de cette politique de flexi-sécurité pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, donc c'est en fait de réduire la fracture qui est apparue donc, suite à l'économie, à la politique ultralibérale liée à la mondialisation, qui a généré donc toute une frange de la population de travailleurs qui du coup étaient intérimaires, précaires, flexibles, etc., avec un développement des CDD, des intérimaires, et puis par contre une poche, en tout cas des travailleurs qui eux bénéficiaient du système traditionnel, donc avec des protections sociales, c'est-à-dire des CDI, les fonctionnaires aussi, etc. Donc on va revenir, comme je le disais tout à l'heure, sur les origines donc, du terme de la flexi-sécurité dans le processus européen. Donc j'ai fait donc une frise du temps où j'ai fait remonter donc, en fait, le concept à Margaret Thatcher, donc en Grande-Bretagne, dans les années 80. Donc c'est le principe justement de la libre concurrence, de la dérégulation totale, donc des protections de l'État, et donc qui ensuite a été qui a été en fait utilisé par l'Union européenne. Donc ça c'était dans les années 80. Ensuite il y a eu le premier pays qui a vraiment parlé de flexi-sécurité, c'est une loi aux Pays-Bas, mais aussi donc au Danemark dans les années 1900, donc c'était en 1999, où là est apparu vraiment ce terme-là. C'est le modèle, en fait ces deux pays représentent les modèles scandinaves,
Donc il y a aussi la Suède et la Norvège, hein, qui sont donc des principes de modèles politiques qu'on appelle sociaux-démocrates, et qui sont d'ailleurs aussi des monarchies constitutionnelles comme la Grande-Bretagne. Ensuite, donc, le protocole de Lisbonne, donc en 2000, qui a mis en place l'économie de la connaissance. J'ai parlé dans la conférence précédente, hein, de ce projet politique-là, qui induisait la désindustrialisation de l'Union européenne, de mettre en place une élite donc, pour, au niveau économique, donc, avoir une suprématie au niveau des ingénieurs, des personnes très hautement qualifiées. Ensuite, donc, le traité de Lisbonne, donc ça c'est le traité qui a été adopté alors que la France notamment avait dit non en 2005 à ces traités-là, et qui a été quand même adopté par voie parlementaire, avec cette logique, comme je disais tout à l'heure, hein, des 4 libertés de l'Union européenne, c'est-à-dire liberté des circulations de marchandises, des capitaux, des personnes aussi, donc qui est une politique néolibérale où l'État donc doit déréguler tout un ensemble de choses, y compris le droit du travail, que nous verrons tout à l'heure d'ailleurs, qui sont dans les articles des traités. Ensuite, donc, il y a la même année, en 2007, la directive européenne de flexisécurité, le plan Europe 2020, donc en fait qui est là simplement un réajustement du traité de Lisbonne qui date de 2000. Et bien, il y avait des problèmes qui avaient surgi, et donc il fallait réajuster, mais c'est dans la même lignée. Et notamment, un des effets secondaires, c'était tout ce qui était notamment la pollution, et puis l'économie numérique qui est énormément énergétivore. Donc du coup, il y a un aspect croissance verte qui est assez important, mais je ne vais pas détailler. Et puis, à partir de 2011, dans ce processus européen, donc sur les flexisécurité, vous avez donc à partir de ce moment-là des programmes nationaux de réforme, hein, et notamment pour imposer la flexisécurité, des réformes structurelles. Voilà. Donc ça, c'est pour replacer au niveau chronologique sur le processus au niveau de l'Union européenne. Ensuite, donc, dans ce même document, donc, ils définissent les critères, les indicateurs pour savoir si un pays est flexi-sécure ou pas. Donc, du coup, il y a en premier donc, la rigidité des protections de l'emploi, c'est-à-dire la facilité de licenciement, la facilité d'embauche, etc. La stratégie, donc alors ça c'est le volet un peu plus sécurité, c'est-à-dire, sécurité, en tout cas adapter la main-d'œuvre à la demande avec des formations tout au long de la vie. Ensuite, l'efficacité des politiques actives du marché de l'emploi, c'est-à-dire la productivité ou l'efficacité de notre pôle emploi. Des systèmes de sécurité sociale moderne. Alors là, je ne vais pas détailler quels sont les systèmes sociaux modernes, mais voilà. Et puis, le 5e critère, c'est la performance du marché du travail, donc, qui est défini à travers le taux d'emploi, le taux de chômage des jeunes, demandeurs d'emploi longue durée aussi, la productivité de la main-d'œuvre, le taux de risque de pauvreté et la qualité de travail, mais qui, elle, est en construction. Donc cet indicateur-là n'est pas, à l'époque, en tout cas, défini. Puis il ne sera pas par la suite, d'ailleurs. Donc le cadre d'application en France, donc, à savoir que par rapport à ça, donc, les Français ont refusé par référendum le traité de Lisbonne, et pourtant, donc, et ça a été pourtant ratifié en 2007, comme je disais tout à l'heure. Donc, les traités de Lisbonne, et dans ce traité, donc, l'article 45, donc, qui définit le positionnement de l'Union européenne par rapport à l'emploi et des pays membres. Donc, les États membres
Je lis tout simplement cet article 45. Donc, les États membres de l'Union s'attachent conformément au présent titre à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie en vue d'atteindre les objectifs énoncés donc à l'article 3. C'est-à-dire que là, on est sur un système donc, où il y a un mécanisme de coordination, donc où l'Union européenne n'a pas vraiment de compétences sur l'emploi, mais par contre, elle a une stratégie de coordination des États membres dans le but d'adapter la main-d'œuvre à la demande des marchés. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout la logique de faire un droit au travail pour tous, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme dans son article 23 le propose, c'est-à-dire que tout le monde a le droit à un travail. Non, c'est pas du tout ça, c'est au contraire promouvoir et adapter les forces productives, pas rien que la main-d'œuvre, mais les forces productives, parce qu'avec la robotisation, ben voilà. Donc, par rapport à la demande de cette économie-là libérale. Donc, au niveau français, ben, quelles sont les étapes? Donc, j'ai commencé, alors même avant 2008, il y a eu déjà des amorces de choses, mais qui étaient assez réduites. Donc, j'ai commencé par rapport au rapport Attali, Jacques Attali qui a été chargé par le président Sarkozy de mettre en place une commission pour la croissance en France, moderniser la France. Donc ça c'était en 2008, il a remis en janvier 2008. Ensuite il y a eu, alors dans la foulée, puisque c'était à peu près la même période, il y a déjà eu un accord, l'accord qu'on appelle l'accord du 11 janvier 2008, donc qui a mis en place déjà la flexi-sécurité au niveau des prud'hommes et puis au niveau aussi des contrats de mission, par exemple, qui étaient à cette époque-là, donc qui étaient possibles donc entre 18 mois et 3 ans et 36 mois donc. Et c'était que pour les ingénieurs et les cadres que c'était possible. Aujourd'hui, avec la loi la loi actuelle, donc ces contrats de mission sont généralisés pour tout le monde. Mais à l'époque, c'était prévu pour les ingénieurs, etc. Et c'est à ce moment-là, en 2008, que ça a été fait. Ensuite, donc, suite à la crise financière qu'il y a eu, donc, M. Sarkozy a demandé à Jacques Attali de refaire un autre rapport pour ajuster justement les propositions. Ensuite, ça a donné lieu notamment aux accords des accords nationaux donc interprofessionnels donc de janvier 2013 qui a été très important justement sur les réformes au niveau du travail. Puis les lois par ordonnance, c'est-à-dire qui ne passent pas par un débat démocratique, mais qui sont votées par le gouvernement par ordonnance. Donc la loi El Khomri, où il y a eu énormément de manifestations contre, mais qui ont quand même été votées. Et puis la loi actuelle, qu'on appelle loi XXL, ou alors la loi Travail 2, donc qui est menée par la ministre Madame Pénicaud. Voilà. J'ai pas mis l'année parce qu'elle est en cours. Et voilà. Donc, alors Jacques Attali, ça me semblait important de le préciser. En fait, c'est l'éminence grise de la présidence française depuis M. Mitterrand, depuis en 81. Ensuite donc avec Jacques Chirac, puis Sarkozy, mais aussi avec Hollande et puis avec Macron. Et notamment, donc, comme je viens de dire, il a fait ce rapport Attali et il faut savoir que Emmanuel Macron faisait partie, en tant que gérant de la banque Rothschild de France, il faisait partie donc de cette commission
pour la libération de la croissance française, comme dit la commission Attali. Mais c'était pas tout. Alors il y avait d'autres banques, bien sûr, il y avait même la Banque Centrale Européenne, des représentants de la Banque Centrale Européenne, mais il y avait surtout des journalistes, donc du Monde, de BFM, etc., des représentants des sciences humaines, des neurologues, des psychiatres, des sociologues, qui travaillaient au Massachusetts Institute of Technology, donc américain, ou alors à Oxford, ou des Français. Il y a notamment Boris Cyrulnik, aussi, si certains connaissent, donc, qui était dans cette commission-là. Des personnalités politiques, donc du gouvernement italien, allemands, et même il y avait des commissaires européens, et puis des PDG de grandes banques, pardon, pas de banques, j'ai déjà dit des banques, des PDG donc d'assurance ou alors de grandes multinationales comme Areva, des PDG donc de Volvo, Nestlé, etc. Et puis aussi des présidents de think tanks, évidemment d'orientation libérale, des cabinets d'audit financiers et des syndicats aussi. Il y avait un représentant de la CFDT, qui était ex-CFDT, et notamment ont été auditionnés tous les syndicats dans cette commission Attali, mais ont été auditionnés aussi l'OCDE, donc le directeur de l'OCDE, et puis aussi de l'OMC, Pascal Lamy, etc. Donc en fait, on voit là l'aspect interdisciplinaire de ces commissions qu'on a vu dans la première conférence sur justement l'interdisciplinarité et ce mouvement-là. Mais on voit que finalement, c'est pas si interdisciplinaire que ça, parce que on retrouve la collusion qui est d'ailleurs dénoncée dans ça m'a fait penser, quand j'ai vu la composition d'ailleurs de cette commission, au film Les chiens de garde, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, de M. Halimi, qui est directeur du monde diplomatique et qui a fait donc un film pour expliquer la collusion actuelle qui existait, donc avec des images, et notamment au dîner du siècle, qui a lieu tous les derniers mercredis du mois, je crois, où en fait on voit rentrer tout le milieu des journalistes, des gens, des politiques, des gens du CAC 40, etc. Mais on voit que finalement, les gens de la société civile, par exemple, n'y sont pas, ni même des professionnels, et que c'est vraiment très orienté libéral.